Tout commence avec un petit garçon qui, un bâton à la main, crie qu'il est un sorcier. Il joue ensuite avec une amie, et la fillette fait semblant d'être une bête magique à vaincre. Brandissant son bâton improvisé, le jeune garçon se prépare à lancer son attaque. Sans hésiter, il assomme son amie d'un coup de bâton sur la tête. Elle se plaint alors d'avoir été vraiment touchée, mais le garçon rétorque que les sorciers sont censés frapper les bêtes. La fillette déclare alors vouloir devenir sorcière elle aussi, mais il refuse, sous le regard d'un vieil homme. Ce dernier, nommé Labu, remarque l'énergie débordante des enfants ce matin-là. Intrigués, les deux enfants s'approchent de lui et lui demandent comment devenir sorcier. Mais le vieil homme leur explique que ce n'est pas si simple. Il précise que les mages représentent l'apogée de l'humanité et gouvernent la société grâce à des pouvoirs héréditaires. Le vieil homme conclut donc qu'ils ne peuvent malheureusement pas devenir mages, ce qui intrigue un jeune homme. Ce dernier lui demande ensuite si une rumeur qu'il a entendue est vraie, et le vieil homme le regarde avec curiosité. À ce moment-là, l'homme demande si la rumeur d'une bête magique apparue dans la région est fondée. Le vieux Labi, d'un air grave, confirme la rumeur, semant la peur parmi les autres villageois. Il raconte qu'un léopard géant, enveloppé d'ombre, a été aperçu à l'entrée du village. Une femme rassure sa fille en lui disant que le chef du village est parti en ville chercher un mage. Soulagés, les villageois croient que la bête sera vaincue. La mère met alors sa fille en garde, elle ne doit pas s'aventurer dans la forêt pour le moment. Le vieil homme prévient également tout le monde, car il est quasiment impossible de maîtriser une bête sans mage. Le jeune homme, déjà vu auparavant, demande alors si tout le village est au courant, et le vieil homme confirme. Il s'enquiert ensuite du garçon dont il parle, mais le vieil homme semble ignorer de qui il s'agit. Le jeune homme précise alors qu'il parle du garçon qui lui a tourné le dos. La scène suivante montre un berger nommé Turan, allongé dans l'herbe. Allongé près de ses moutons, le jeune homme affiche une mine ennuyée. Il se plaint de la monotonie et du manque d'intérêt de sa vie. Lassé de contempler chaque jour le même paysage et de vivre la même routine sans que rien de nouveau ne se produise, il craint de finir par oublier comment parler. Soudain, une voix le traite de gamin pathétique, le tirant de ses pensées. C'était le vieux Labu qui se plaignait que le berger se relâchait déjà, mais le jeune homme se contentait de se plaindre que l'ombre du vieil homme le dérangeait. Le vieil homme le traita d'impoli et lui demanda s'il lui en voulait encore. Le jeune homme se souvint alors que le vieil homme avait tenté de s'emparer de son troupeau à la mort de sa mère. C'est pourquoi il refusait de partager son héritage avec le village. Turon dit au vieil homme d'aller droit au but, et ce dernier, agacé par l'audace du garçon, le fixa d'un air grave et défiant. Le vieil homme révéla alors qu'une bête magique était apparue, et le jeune homme se leva, surpris. Le vieil homme expliqua qu'il s'agissait d'un sauteur de la taille d'une maison, et qu'il était venu l'avertir immédiatement. L'habit était stupéfait car le berger ne semblait pas le moins du monde effrayé par la nouvelle. Il ne comprenait pas le courage du jeune homme, mais le conseilla tout de même d'être prudent. Le vieil homme explique qu'il s'y est rendu par inquiétude, mais le berger le traite de menteur. Il l'accuse de ne s'inquiéter que pour les moutons et pas pour lui, ce qui met le vieil homme en colère. Le jeune homme lui ordonne alors de partir s'il a fini de parler. Il l'insulte même, lui disant que son haleine est si mauvaise que son nez va pourrir. Furieux, le vieil homme s'en va tandis que le protagoniste caresse un de ses moutons. Seul, le jeune berger se met à penser à la bête magique apparue. On apprend que les bêtes magiques sont comme la version animale des mages, car elles aussi utilisent le mana. L'idée qu'un mage soit venu au village l'enthousiasme, car il va enfin en voir un en personne, mais il se dit que ce ne sera pas un événement exceptionnel puisqu'il a été convoqué par le chef d'un village rural. Malgré tout, sa curiosité l'anime et il se demande quelle sera la puissance du mage. Soudain, le berger perçoit une odeur étrange dans l'air qui attire son attention. Surpris, le jeune homme comprend rapidement d'où vient cette odeur. Levant les yeux au ciel, il en déduit qu'elle est imprégnée dans son sang. À la tombée de la nuit, il décide de suivre la piste à travers la forêt pour découvrir ce qui s'est passé. Il avance prudemment sur le chemin de terre, suivant la trace. Le berger est certain d'être sur la bonne voie. À mesure qu'il s'enfonce dans les bois, l'odeur se fait de plus en plus forte à mesure qu'il se rapproche de l'endroit précis. À cet instant, le jeune homme s'arrête net, apercevant quelque chose d'horrible devant lui. Il découvre l'habit et d'autres villageois sauvagement agressés. Le jeune homme s'effondre, car il ne s'attendait pas à ce que l'odeur provienne de l'habit lui-même. En analysant la scène, le berger comprend qu'un animal sauvage ordinaire n'aurait pas causé autant de dégâts. Il en conclut que seul un monstre magique, et non un animal ordinaire, peut en être l'œuvre.
Soudain, un bruit étrange retentit et le berger se met en alerte. Une patte gigantesque aux griffes acérées émerge lentement des ténèbres. C'est une créature immense et sombre, à l'apparence terrifiante. Le monstre magique se révèle alors complètement devant le jeune berger. À ce moment, la scène suivante montre le petit garçon de tout à l'heure, interrogeant son père sur la force de ces bêtes. Son père explique qu'un adulte ordinaire n'aurait aucune chance face à l'une d'elles. Inquiet, le garçon demande ce qui va arriver à leur village. Mais son père le rassure et lui explique que le chef du village est allé chercher un mage pour régler le problème. À ces mots, le garçon demande avec crainte si le mage sera capable de vaincre le monstre. L'homme confirme, affirmant que les mages sont des êtres exceptionnels, nés avec le pouvoir de la magie. Il ajoute qu'ils peuvent anéantir une bête magique d'un seul mot. De retour au présent, le berger fait face à la créature sans manifester la moindre peur. Il prononce alors simplement le mot « tombe » et la bête est frappée par une force invisible. Le monstre semble désorienté et ne comprend pas ce qui vient de se passer. Mais le corps du jeune homme se met à briller d'une intense aura rouge. Il se gratte la tête et réalise que son premier plan n'a pas fonctionné. Voyant que rien ne s'est produit, la bête rugit et charge furieusement le berger. Imperturbable, le protagoniste hurle à l'énorme créature de s'arrêter. En un clin d'œil, le corps du monstre est tranché net par une force mystérieuse. Le jeune homme comprend qu'il ne peut rien faire, même s'il le voulait, et en est stupéfait. La créature brille intensément et se régénère sous ses yeux comme si de rien n'était. Dans un rugissement féroce, le monstre montre qu'il est loin d'être vaincu. Sans perdre une seconde, la bête charge, et le berger doit reculer pour éviter d'être touché. Voyant que son premier plan a échoué, il décide de changer de stratégie. Le jeune homme ramasse alors une petite pierre et la serre fermement dans sa main. Il déclare qu'un berger doit se comporter comme tel et prépare sa fronde. À cet instant, l'énorme monstre fonce sur lui pour une nouvelle attaque. Le jeune homme utilise alors sa magie sur la pierre, lui ordonnant de devenir plus résistante. Avec son projectile enchanté, il fait tournoyer la fronde et se prépare à tirer. Ses yeux brillent d'une lueur dorée tandis qu'il se concentre pleinement sur sa cible. Le berger ordonne à la pierre d'accélérer et fait tournoyer la fronde avec plus de force. Il prend appui sur le sol et utilise tout son corps pour propulser le projectile. Enfin, le jeune homme donne l'ordre final à la pierre de transpercer son ennemi. La petite pierre est lancée à une vitesse incroyable, auréolée d'une énergie bleue. Le projectile magique fonce droit sur la tête du monstre. Sans possibilité d'esquive, la créature est touchée de plein fouet par cette attaque précise. À l'impact, un épais brouillard rouge se répand dans la forêt. La pierre traverse la tête de la bête sans difficulté et poursuit sa course. La tête transpercée, l'énorme créature s'effondre au sol, vaincue. La scène revient légèrement en arrière, montrant la bête tomber sur le berger pour l'attaque finale. Mais avec un sourire confiant, le jeune homme a déjà préparé sa contre-attaque. Et la petite pierre fonce vers l'énorme créature gisant au sol. La cible était sa tête, et le projectile l'a atteinte de plein fouet, causant des dégâts importants. L'objet, frappant le monstre, le traverse sans effort et poursuit sa trajectoire. Le protagoniste reste immobile tandis que le corps inanimé de la bête s'effondre derrière lui. Il remarque alors que c'est la première fois qu'il utilise ce pouvoir sur une créature magique. Le jeune homme se demande quoi faire du corps et songe à le jeter du haut d'une falaise. Furieux, il se plaint d'avoir finalement rendu service aux villageois. Un gros plan sur son œil révèle alors la vérité, il est en réalité un mage. Un souvenir se dévoile et le jeune homme explique avoir découvert son don 8 ans auparavant, à l'âge de 10 ans. Il utilisait ses pouvoirs pour faire léviter des objets dans la maison. Tout excité, le garçon appelait sa mère pour lui montrer le bois de chauffage qui volait, mais elle apparaissait avec un air grave, visiblement mécontente. Il lui avait aussi dit qu'il pouvait créer du feu et du vent, et il se souvient parfaitement de ce jour. Sa mère lui avait alors crié dessus pour qu'il arrête, et c'était la seule fois où elle s'était mise en colère. Perplexe, le jeune Turan ne comprit pas la réaction de la femme qui ramassait le bois. Elle s'agenouilla devant lui et lui dit qu'il devait parler un instant. Elle lui demanda ensuite s'il souhaitait vivre longtemps avec elle, ce qu'il confirma. Sa mère lui fit alors promettre de ne plus jamais utiliser ce pouvoir. Elle lui interdit également de l'utiliser en public. Ne comprenant pas, le garçon demanda pourquoi, et elle lui rappela l'histoire des nobles et des chevaliers. D'un air grave, le jeune homme dit se souvenir parfaitement de ce qu'elle lui avait raconté. Elle expliqua que les nobles descendaient de seigneurs ayant sauvé l'humanité, et que les chevaliers étaient nés de cette lignée.
La mère félicita son fils pour sa bonne mémoire. C'est pourquoi nobles et chevaliers étaient traités différemment, même parmi les mages. Elle révéla alors que le pouvoir du jeune homme lui avait été transmis par son père, qui était chevalier. Sur ce, elle le mit en garde, il ne devait jamais laisser personne découvrir qu'il était mage. Avec un sourire, elle demande à son fils de promettre qu'il gardera ce secret. De retour au présent, le berger raconte que 8 années se sont écoulées et qu'il tient toujours sa promesse. Regardant par la fenêtre, il affirme que cette promesse ne sera jamais rompue. Le protagoniste pense qu'il n'a aucune intention de révéler ses pouvoirs à qui que ce soit et qu'il ne compte pas non plus descendre de la montagne ni abandonner sa vie solitaire. Soudain, le jeune homme entend un bruit étrange venant de l'extérieur. Quelqu'un se met à frapper à sa porte en criant son nom, lui ordonnant de sortir. Perplexe, le berger ouvre la porte pour voir ce qui se passe. Dehors, un groupe de villageois le fusille du regard. Bâillant, le protagoniste leur demande ce qu'ils lui veulent. Aussitôt, l'un des hommes l'accuse d'avoir tué l'habit. Un autre villageois le saisit brutalement et le traite de gamin sans scrupule. L'homme hurle de rage, accusant le jeune homme d'avoir utilisé le pauvre vieil homme comme appât pour attirer le monstre. Malgré l'atmosphère tendue, le berger garde son calme tandis qu'il sent la poigne de fer sur ses vêtements. Le jeune homme comprend alors que le groupe cherche simplement un bouc émissaire. Il réalise que l'accusé est la solution de facilité pour ces lâches qui se cachaient. Souriant, le héros commente qu'ils veulent juste se dédouaner avant d'être désignés. Furieux, l'homme se jette sur lui en hurlant son nom avec toute sa haine. D'un mouvement rapide, le garçon esquive le coup de poing sans effort. Pendant qu'il esquive, le jeune homme pense que la magie peut s'avérer très utile pour se sortir de situations agaçantes. Puis, il assène un coup net à son agresseur, prouvant qu'il n'est pas un adversaire facile. À cet instant, il se dit que si l'on souhaite quelque chose avec force, cela se réalise en échange de mana. D'un air grave, le jeune homme murmure un simple ordre, enjoignant son adversaire de tomber à terre. L'agresseur trébuche et s'écrase face contre terre dans l'herbe, sans comprendre ce qui lui arrive. Bien qu'encerclé, le berger avance calmement tandis que les autres tentent en vain de le frapper. Il s'efforce d'agir discrètement pour ne pas attirer l'attention sur ses pouvoirs cachés. Le jeune homme utilise alors un bâton pour se défendre, frappant violemment quiconque s'approche. Agile et rapide, le héros domine le combat et terrasse un autre villageois d'un coup sec. Il continue de corriger les voisins insolents qui ont osé pénétrer sur sa propriété. Soudain, les manches de leurs outils se brisent en plein vol. Après un affrontement avec le protagoniste, le groupe entier est projeté sur la pelouse, tandis que le jeune homme réalise qu'il vit ainsi depuis 8 ans. Finalement, le mage observe les hommes vaincus et déclare avoir passé tout ce temps à dissimuler son secret. Le jeune homme suggère alors d'utiliser toute cette énergie pour organiser les funérailles de l'habit. À ce moment-là, un groupe de femmes apparaît et il leur demande si elles sont venues se battre elles aussi, mais elles répondent par la négative. L'une d'elles dit qu'elle voulait simplement le voir, laissant les bergers silencieux un instant. Puis il leur ordonne d'emmener ces imbéciles et rentre seul chez lui. Le jeune homme pense qu'aller au village va tourner au fiasco et qu'ils en profiteront pour négocier les prix. Mais il n'en a cure et décide que s'il tente quoi que ce soit, il les corrigera de nouveau. Il est persuadé que la raclée qu'il leur a infligée sera suffisante pour qu'ils ne reviennent pas de sitôt. Soudain, on frappe à sa porte et le berger se dit qu'ils ont vraiment perdu la tête. Les coups sont forts et secs, signe que celui qui est dehors n'est pas là pour plaisanter. Furieux. Le jeune homme ouvre la porte en criant et en demandant qui veut se faire tabasser. Devant lui se tient un inconnu barbu, vêtu comme un voyageur. Le fixant du regard, l'étranger s'excuse et lui demande s'il peut rester un moment. Le protagoniste est surpris de le voir voyager et le mot « voyageur » lui trotte dans la tête un instant. L'homme s'excuse pour son ton, expliquant qu'il vient d'avoir affaire à des gens désagréables. Le jeune homme se dit que sa mère lui a appris à être poli, mais qu'il n'emploie jamais ce ton avec les villageois. Il trouve la situation étrange et remarque que l'homme porte une épée. Le jeune homme le salue avec un sourire, intrigué par la présence d'un épéiste dans cette région rurale. Il soupire en observant l'intrus à sa porte. Le berger lui dit que s'il cherche une auberge, il s'est trompé d'endroit. La scène suivante montre une table garnie de nourriture, signe qu'il l'a invité à manger. L'hôte invite l'étranger à entrer et lui dit qu'il n'a pas grand-chose à lui offrir. Mais le voyageur est surpris par la nourriture et plus encore d'apprendre que le jeune homme n'a jamais vu d'étranger. Le jeune homme explique alors qu'il est né et a grandi là, et qu'il n'a donc jamais quitté la colline. L'épéiste l'observe attentivement en buvant dans une chope en bois.
De l'autre côté de la table, le berger savoure également sa boisson tranquillement. Soudain, le visiteur complimente le jeune homme sur sa posture et ses manières. Il remarque que pour quelqu'un qui a toujours été berger, ses manières sont remarquables. Le protagoniste explique que c'est sa mère qui lui a tout appris, mais qu'elle est décédée il y a quelques années. À ces mots, l'homme lui dit qu'elle a élevé un garçon exemplaire et qu'elle repose désormais en paix. Le jeune homme le remercie et dit qu'il vit simplement comme sa mère le lui a appris. Puis, le jeune homme lui demande ce qui l'a amené dans un endroit si reculé, et l'homme révèle qu'il a reçu une requête. La requête concernait une bête magique ressemblant à un léopard, apparue dans la région, et il cherchait quelqu'un capable de la vaincre. Le berger comprit alors qu'il s'agissait du mage que le chef du village était venu chercher, et l'homme le confirma. Le mage demanda ensuite s'il pouvait poser une question, et le jeune homme l'y autorisa. Il expliqua qu'il sentait l'aura de la bête à proximité. Mais le monstre était introuvable. Le plus étrange était l'attitude du berger, qui l'intriguait. Le chef du village l'avait pourtant mis en garde contre le danger, mais le jeune homme restait imperturbable. Il ajouta que si la créature s'attaquait aux humains, il serait la première cible. Finalement, le mage le regarde droit dans les yeux et lui demande sans détour s'il n'a pas peur. Un souvenir lui revient et le jeune homme se rappelle sa mère lui demandant qui il était vraiment. Le jeune Turon demande alors pourquoi il ne peut révéler à personne qu'il est mage. Sa mère explique que les chevaliers sont comme les chiens que les bergers élèvent pour leurs troupeaux. On peut les traiter comme des membres de la famille, mais si nécessaire, ils peuvent être vendus ou sacrifiés à tout moment. La femme ajoute qu'elle ne souhaite pas un tel avenir pour son fils et lui demande de rester vivre avec elle. Elle lui fait promettre de ne jamais oublier cet avertissement important. Elle le prévient que si un autre mage découvre la vérité, ils seront séparés et il sera réduit à l'état d'instrument. Sur ce, elle précise que pour garder son identité secrète, il devra peut-être même faire taire quelqu'un pour de bon. De retour au présent, le berger comprend que le moment que sa mère redoutait tant est enfin arrivé. Le visiteur insiste et les yeux du jeune homme brillent d'une lueur dorée de puissance. Ne comprenant pas la réaction, l'épéiste reste silencieux un instant, l'observant en silence. Mais le mage sourit soudain et déclare qu'avec cette expression, le jeune homme a gâché sa plaisanterie. Le protagoniste, perplexe, se demande de quelle plaisanterie il s'agissait. Il s'excuse et avoue ne pas avoir beaucoup d'humour, mais l'homme le rassure. Le mage explique que sa surprise est normale, car c'est la première fois qu'il entend une blague de mage. À cet instant, le visiteur réalise qu'ils ne se sont même pas présentés et lui tend la main avec un sourire. Il se dit ravi de faire sa connaissance et s'attend à une poignée de main. Le jeune homme se présente, Chiron, un berger de 18 ans, et serre la main de l'homme. Les deux hommes se saluent officiellement pour la première fois depuis l'arrivée du visiteur. Le mage confie qu'il a 75 ans et le berger remarque qu'il ne fait pas son âge. Le visiteur explique que les mages vieillissent lentement et le jeune homme lui demande comment il est devenu un vagabond. Il répond avoir servi la maison arabiane pendant 60 ans et souhaitait désormais voyager pour ses vieux jours. Le mage, trouvant l'idée romantique, sourit et s'apprête à partager quelque chose avec le jeune homme. Le berger lui sourit, curieux de ce que l'homme plus âgé a à dire. Le visiteur lui rend son sourire, instaurant une atmosphère chaleureuse entre eux. Ils poursuivent leur conversation, et le jeune homme se dit qu'il n'aurait jamais imaginé que ce serait si agréable. Le temps passe vite et, lorsqu'ils s'en rendent compte, le jour se lève déjà. Surpris, le mage avoue qu'il n'a même pas vu la nuit passer et annonce qu'il est temps pour lui de partir. Il dépose alors des pièces d'argent sur la table en guise de paiement et explique qu'il s'agit de pièces de la plus haute pureté. Le jeune homme accepte et lui souhaite bonne chance pour la chasse, mais l'homme lui dit de ne pas prendre cela pour un adieu. Le voyageur plaisante même en disant qu'il pourrait bien revenir un jour pour un repas gratuit. Le lendemain, le berger emmène ses moutons paître sur la colline comme à son habitude. Les brebis broutent paisiblement l'herbe, profitant du soleil et le sourire aux lèvres. Le jeune homme ordonne alors à tout le troupeau de se rassembler. En entendant l'appel, une brebis cesse de brouter et se tourne aussitôt vers son propriétaire. Docilement, tout le troupeau se rassemble autour du jeune berger au milieu du pâturage. Il se dit que c'était la première fois qu'il rencontrait un autre mage et qu'il ne se souvenait même plus de la dernière fois où il avait autant parlé. Caressant une brebis, il se remémore le calme et la joie dans la voix de cet homme. Le jeune homme conclut que, de tous les adultes qu'il a rencontrés, le mage était vraiment une bonne personne. Seul avec son troupeau, il pense qu'il a toujours considéré les chevaliers comme des chiens de chasse au service des nobles. Le berger se demande comment la chasse s'est déroulée, puisqu'il n'y a plus de bêtes magiques sur sa colline.
Pendant ce temps, le mage traverse la forêt et constate qu'il n'y a effectivement plus de bêtes aux alentours. Il trouve la situation très étrange et quelque chose cloche dans toute cette histoire. Le visiteur aperçoit des traces de combat, mais ne perçoit aucune aura des créatures. Il fixe alors un arbre et se demande si la bête magique a déjà été traquée par quelqu'un d'autre. Il s'interroge sur l'identité de celui qui a bien pu abattre le monstre et si le chef a fait appel à un autre mage. Quoi qu'il en soit, le bretteur est soulagé. Car l'essentiel est que la bête soit vaincue. Soudain, le mage ressent une étrange sensation et son expression de soulagement se transforme radicalement. Surpris, il se retourne brusquement, percevant une présence malveillante qui approche. À cet instant, une patte monstrueuse aux griffes gigantesques émerge des ténèbres devant lui. La créature se révèle, une version étrange et décomposée de la bête qui a attaqué le village. Il comprend alors qu'il s'agit d'une marionnette de cadavre, un pantin fabriqué à partir du corps du monstre. Sous le choc, l'homme se demande qui, au monde, aurait pu commettre un acte aussi terrible. Sans lui laisser le temps de réfléchir, l'énorme créature se jette sur lui et tente de l'écraser de sa griffe ténébreuse. D'un mouvement rapide, le mage esquive et le coup du monstre creuse un cratère dans le sol. Il explique que cela se produit lorsque le mana n'est pas absorbé, et qu'aucun mage ne serait aussi ignorant. Puis, le visiteur s'envole et attaque la marionnette de cadavre d'une puissante décharge d'énergie. Il est certain que c'est un mage qui a abattu la bête, mais il ne comprend pas pourquoi on l'aurait laissé dans cet état. Il rejette l'idée qu'un chevalier novice puisse être responsable, car un inexpérimenté n'aurait pas pu vaincre une telle créature. Créant une boule de feu, il se demande si celui qui a fait cela avait un autre objectif. Quoi qu'il en soit, il doit en finir et se prépare à attaquer de toutes ses forces. L'homme lance alors un puissant rayon d'énergie sur la créature ténébreuse. Mais à sa grande surprise, la marionnette cadavérique parvient à annuler son pouvoir magique. Stupéfait, le mage réalise que le mana de cette bête est bien plus puissant que le sien. Soudain, la créature disparaît dans la forêt, le laissant complètement désemparé. Il comprend que le monstre compte utiliser la magie pour contre-attaquer et se met à sa recherche dans les bois. À cet instant, l'ombre de l'ennemi apparaît furtivement juste derrière le malheureux mage. La créature surgit alors des ténèbres et l'attaque avec sa queue hérissée de pointes. Sans avoir le temps de réagir, l'homme est touché de plein fouet et grièvement blessé, notamment au bras. Il comprend qu'un simple chevalier ne pourrait pas gérer une telle situation. La violence du choc le projette au loin et le fait rouler à travers les hautes herbes de la forêt. Allongé au sol, il se dit qu'il n'aurait jamais imaginé rencontrer un monstre de cette puissance par ici. Voyant la créature s'approcher, le mage se demande si c'est la fin. Mais avec un sourire déterminé, le vieux bretteur décide de ne pas abandonner. Il ne se laissera pas faire sans combattre et promet d'emporter la créature avec lui s'il le faut. L'homme concentre alors tout son mana dans sa main pour une ultime attaque désespérée. La créature s'apprête à porter le coup fatal, prête à en finir. Le mage se concentre et attend le moment propice pour déchaîner toute sa puissance. Sans hésiter, il bondit et fonce sur le monstre pour une contre-attaque. Soudain, une petite lumière bleue apparaît au milieu de la forêt, attirant l'attention de tous. Soudain, une intense lumière bleue fend l'air et frappe la créature qui s'apprêtait à achever le pauvre vieil homme. Stupéfait, le voyageur voit l'attaque venir d'une direction inattendue, ce qui lui sauve la vie in extremis sous l'impact mystérieux du coup. Le monstre est projeté au sol et s'immobilise enfin, errant au milieu des bois. Encore sous le choc, le vieil homme lève les yeux et entend une voix familière lui demander s'il va bien. Après cette épreuve, il réalise que son sauveur n'est autre que le jeune berger, qui le regarde maintenant avec un air calme et serein, marchant lentement sur le chemin. Le protagoniste s'approche du visiteur tandis que la tension retombe peu à peu. À cet instant, les yeux du vieux bretteur s'écarquillent lorsqu'il comprend la vérité et demande si le jeune homme est en réalité un mage très puissant. Bien que surpris, le vétéran s'interroge sur les raisons pour lesquelles le héros a dissimulé son identité durant toute leur conversation chez lui. Puis, il veut savoir pourquoi le garçon a décidé de l'aider alors qu'il aurait pu simplement s'enfuir sans se retourner. Le jeune homme esquisse un sourire et commence à expliquer ses raisons de manière simple et directe à son nouvel ami. À ce moment, la scène bascule dans un souvenir, un chien se repose sur le parquet de la maison du protagoniste. Assis à table, les deux hommes discutent de la vie tandis que l'animal se repose paisiblement à leurs pieds. Le jeune homme remarque alors qu'avec les compétences du visiteur, il pourrait gagner bien plus d'argent ailleurs. Intrigué, le héros demande au vieil homme ce qui rend la vie des villageois si triste pour qu'il les prenne en pitié. Avec un soupir, le vétéran explique que ces gens vivent isolés,
sans aucune protection contre les dangers de ce monde cruel. À ces mots, le jeune berger songe que tous les mages héritent du pouvoir des dieux et doivent suivre leur propre destin. Le vieil homme sourit alors et confie être fier de protéger ces pauvres gens sans défense, tout en admettant que tous ses confrères ne partagent pas son avis. Le protagoniste montre alors qu'il a compris la leçon et un sourire de satisfaction illumine son visage. Il affirme que chaque personne dans ce monde immense possède ses propres pensées et une manière unique de vivre sa vie. À cet instant, la force de l'impact crée une puissante onde de choc qui balaie toute la forêt, mettant fin au combat contre le mal pour de bon. Courant à travers les bois, le mage déclare qu'il doit fuir car la créature est d'un autre niveau. Il explique que seul un noble pourrait la vaincre et demande au jeune homme d'avertir le chef du village. Seul, l'épéiste se prépare à combattre le monstre pour gagner du temps et s'échapper. Mais le vétéran admet qu'il parlait trop et ignore combien de temps il tiendra. Le berger l'interrompt et le rassure, tout va bien. Le jeune homme rétorque que si la dernière attaque a fonctionné, ils seront sains et saufs. À ces mots, une pierre se met à briller. L'épéiste, stupéfait, demande si le jeune homme n'a pas utilisé toute sa force. Le vieux chevalier corne comprend alors que cette rencontre n'était pas un hasard. Aussitôt, plusieurs pierres se mettent à flotter dans les airs, auréolées d'une intense énergie bleue. Le protagoniste déchaîne sa puissance et il devient évident qu'il n'est pas un simple chevalier en fuite. Avec un sourire, le jeune homme confie qu'il était lui aussi curieux de tester ses limites. Entouré de roches flottantes, le jeune mage se prépare à affronter l'énorme créature ténébreuse. Affichant un sourire confiant, il révèle qu'il était lui aussi curieux de connaître ses propres limites. Mais le vieux chevalier s'écrie qu'il ne le permettra pas, car son adversaire est trop puissant. Il dit qu'ils doivent unir leurs forces, mais le monstre charge déjà le protagoniste. Sans hésiter, le berger projette un puissant rayon d'énergie bleue qui fend l'air. Le vétéran comprend qu'il a à peine pu réagir et qu'il ne ferait que gêner le combat. Il comprend donc qu'il est inutile pour le moment et abaisse sa main lumineuse. Le mage décide que son devoir est désormais d'aider le talent de ce jeune homme à s'épanouir. Soudain, le héros déchaîne une explosion de mana dévastatrice qui ravage une partie de la forêt. Malgré cela, le jeune homme grommelle d'irritation car son attaque n'a pas eu l'effet escompté. Il tente alors un coup de pied, mais sa balle traverse le corps du monstre sans le blesser. L'épéiste hurle désespérément qu'on ne peut blesser un fantôme avec des coups physiques. Voyant la créature avancer, le berger demande comment il peut la vaincre. L'homme plus âgé répond alors qu'il doit utiliser le feu, et le garçon tend la main. Il ajoute que le jeune homme peut aussi utiliser le pouvoir de la foudre pour vaincre. Aussitôt, une flamme frappe le monstre, mais l'attaque semble sans effet. Le protagoniste se plaint que cela ne fonctionne pas, mais le vieil homme rétorque, ce n'est pas la question. Le mage explique que pour utiliser un pouvoir sur un être vivant, il faut en établir la cause. À cet instant, le vétéran est stupéfait par une révélation soudaine concernant le jeune homme. Il comprend que Turon n'a jamais absorbé de mana, et c'est pourquoi il a laissé la bête devenir un fantôme. Le vieux mage est stupéfait de constater que le jeune homme est déjà fort malgré son manque d'entraînement. Sur ce, il lui ordonne de créer du feu et de le projeter sur la créature. Il explique que créer du feu est facile, mais le contrôler exige beaucoup d'entraînement et de dévouement. À sa grande surprise, le jeune homme y parvient instantanément et sans difficulté. Sans perdre une seconde, le protagoniste frappe le sol du pied et se prépare à l'attaque. Il lance alors la boule de feu de toutes ses forces sur le monstre ténébreux. L'attaque atteint l'œil de la créature en plein cœur, provoquant une énorme explosion de flammes. Sous l'impact, le corps du fantôme commence à être entièrement consumé par le feu. Juste à ce moment, le vétéran lui crie de rester concentré et de continuer à injecter du mana dans l'attaque. Il prévient le jeune homme qu'il doit tout brûler autour du fantôme pour le vaincre définitivement. Le regard déterminé, le héros concentre toute sa puissance dans les flammes pour l'anéantir. Ainsi, le monstre est complètement anéanti par un tourbillon de feu intense. Le combat terminé, le vétéran épéiste célèbre enfin leur victoire. Il commente que c'était un fantôme d'une force et d'un niveau incroyablement élevé. Et pourtant, le jeune berger est parvenu à vaincre la créature à lui seul. Le jeune homme demande alors si tout est vraiment terminé, et le mage est impressionné par sa puissance. Le chevalier l'avertit qu'il doit absorber le mana s'il ne veut pas rencontrer un autre fantôme. Le jeune homme demande comment faire, et le vétéran lui conseille d'imaginer qu'il draine quelque chose. Suivant ce conseil, le protagoniste ferme les yeux et se concentre pour absorber le mana. Aussitôt, une énergie verte commence à s'écouler des restes de la créature vers le jeune homme.
Le mana vert est alors entièrement absorbé par la main du protagoniste tandis qu'il se concentre. Ses yeux brillent intensément de la même couleur que l'énergie qui vient de pénétrer son corps. Le mana circule ensuite dans tout son organisme, révélant pour la première fois ses canaux de pouvoir. Le chevalier vétéran est stupéfait par la scène et n'en croit pas ses yeux. Il dit au jeune homme qu'il ressentira une sensation incroyable, mais le garçon a du mal à croire ce qu'il ressent. Sur ce, l'homme demande si c'est la première fois qu'il absorbe du mana, et le berger confirme. Le bretteur explique que le mana se développe lentement et que le meilleur moyen d'évoluer est de l'absorber des autres. Mais comme c'est la première fois pour le jeune homme, son potentiel est exceptionnel. Il en conclut que le jeune berger est quelqu'un de très spécial, et le héros se tend. Le mage appelle le garçon par son nom pour attirer son attention et rompre le silence gênant. Il s'incline et s'excuse, demandant à quelle maison noble appartient le jeune homme. Le berger l'appelle alors par son nom, surprenant le chevalier vétéran qui le fixe du regard. Il lui dit de nettoyer sa blessure, et le mage remarque enfin son bras blessé. De retour à la cabane, le bretteur apparaît, le bras propre et bandé. Assis à table, l'homme s'excuse de son impolitesse et d'avoir provoqué la bagarre avec le jeune homme, mais ce dernier rétorque qu'il n'est personne d'important, juste un berger qui ignore tout de son père. Il supplie le mage d'arrêter, ce que l'homme accepte, voyant son air grave. Le vétéran demande alors pourquoi un mage aussi puissant a choisi de devenir berger. Le jeune homme explique que c'était une requête de sa mère, décédée quelques années auparavant. Elle l'avait prévenu que si les nobles le retrouvaient, il deviendrait un pion. Le vétéran affirme que la mère du jeune homme était très sage, et ce commentaire inattendu déconcerte le garçon. Il poursuit en disant que la femme n'avait pas tout à fait tort, et le berger pense qu'elle était simplement trop protectrice. L'homme explique que le grand pouvoir des mages engendre toujours des conflits et évoque une guerre survenue 20 ans plus tôt entre des maisons nobles. À cet instant, on voit la bataille entre les maisons arabes et Zahar, où, malheureusement, des milliers de personnes ont perdu la vie. Sur les 3000 chevaliers ayant servi la maison d'Arabie, plus de 900 périrent lors des violents combats. Mais cet homme raconte avec tristesse que tous ses amis et connaissances faisaient partie de ce tiers qui n'a pas survécu. Il se souvient de ses amis, et même de sa famille, tués par l'ennemi, ne laissant que lui comme seul survivant. Sur ces mots, le vagabond affirme que la vie d'un guerrier peut s'évanouir bien plus vite que celle d'un simple roturier. Mais il souligne que la mère du jeune homme s'est trompée sur son talent, et le héros s'interroge. Le visiteur admet être un épéiste talentueux, mais reconnaît que le jeune homme a vaincu le fantôme avec une facilité déconcertante. Il déclare que le potentiel du berger est exceptionnel et compte probablement parmi les plus grands talents qui soient. Le protagoniste reste silencieux, songeant aux paroles de son nouvel ami concernant son avenir. Puis, le jeune homme demande si l'histoire de son père chevalier était un mensonge, et l'homme lui parle de Rarka. À cet instant, le vétéran suggère qu'il serait préférable pour le jeune homme de quitter cette colline et de découvrir le reste du monde. Le berger demande pourquoi, et le vieil homme répond que l'humanité a encore besoin de protecteurs pour maîtriser ses terres. Mais il s'excuse aussitôt d'avoir oublié que le garçon ne comprend encore que très peu de choses sur le fonctionnement de la magie. Il explique que les dons héréditaires sont des traits transmis par les ancêtres et que c'est ce qui distingue les classes sociales. Le mage demande alors s'il existe un sort qui lui semble trop facile ou une aptitude naturelle qui ne nécessite pas de mana. Le héros se demande si ce n'est pas simplement le pouvoir du mana qui le rend physiquement plus fort que les autres. Finalement, le jeune homme mentionne son odorat très développé, et l'homme confirme qu'un bon nez peut effectivement être un don héréditaire. Le vieux mage précise que la maîtrise des armes de jet est une caractéristique de la lignée arabe, mais qu'elle est assez répandue. Le berger demande alors à l'homme de poursuivre son explication, ce qu'il accepte de faire, mais le jeune homme remarque l'étrange comportement du visiteur et l'interpelle, perplexe. Soudain, l'épéiste devient sérieux et le protagoniste lui demande la raison de ce changement d'attitude. D'un regard ferme, l'aîné déclare savoir déjà à quelle maison noble les dons du garçon ressemblent le plus. Le jeune homme demande alors de quelle famille il parle, et le vétéran conserve son expression énigmatique. Le mage révèle que les dons du berger appartiennent à l'une des grandes maisons nobles du royaume. Il poursuit en expliquant que les membres de cette maison sont connus de tous comme les chasseurs. À cet instant, l'homme révèle qu'il s'agit de la maison de Zahar, la grande rivale qui a combattu la maison d'Arabie. À ces mots, le jeune homme est complètement abasourdi et muet face à cette terrible révélation. Le nom de la famille rivale résonne dans l'esprit du jeune berger, le laissant complètement abasourdi par cette révélation fracassante. Il a du mal à croire qu'il appartient à la lignée de la puissante maison de Zahar, qui a causé tant de souffrance à son nouveau compagnon de voyage.
En observant le vétéran, le jeune homme se demande s'il porte la même lignée maudite que les grands scélérats de la dernière guerre. À cet instant, le héros est perplexe, ne sachant s'il doit s'excuser pour les actes de parents éloignés qu'il n'a jamais rencontrés. Soudain, le silence est rompu lorsque l'homme l'appelle par son nom d'une voix calme et rassurante. Posant une main sur l'épaule du garçon, le voyageur lui demande de ne pas avoir l'air si inquiet. Il lui rappelle qu'il n'a participé à aucun combat. Malgré tout, le berger se sent toujours coupable. Avec un sourire bienveillant, le vieil homme explique que c'était une situation réservée aux adultes et que nourrir la haine ne ferait qu'allonger les souffrances. Le jeune homme lui demande alors s'il éprouve le moindre regret, et le vétéran lui demande à quoi il fait allusion. Debout au milieu du pâturage, le héros lui demande s'il ne regrette pas de lui avoir conseillé de quitter sa vie à la montagne. L'homme explique que si le jeune homme recherche le pouvoir, il finira inévitablement par rejoindre la famille Zahar en raison de son talent exceptionnel. Surpris, le garçon entend que le vétéran a une confiance absolue en sa bonté et en la pureté de son cœur. L'homme confie avoir été témoin de la bonté du berger lorsqu'il a risqué le secret de toute une vie pour sauver un inconnu. Songeant à l'avenir, le vieil homme pense qu'une personne aussi bonne que le jeune homme pourrait même empêcher que de nouvelles guerres terribles n'éclatent. Puis, tentant de détendre l'atmosphère, il dit qu'il n'est pas nécessaire de tout prendre si au sérieux, car le protagoniste n'a pas encore choisi sa voie. Le héros lève alors les yeux vers l'horizon et déclare que ses pensées sont désormais bien plus claires et déterminées qu'auparavant. Un sourire aux lèvres, il révèle qu'il a enfin pris la décision de descendre de la colline pour explorer le reste du monde. Le vétéran se réjouit de ce choix courageux, mais prévient que ce départ ne doit pas être précipité, compte tenu de sa santé. À cet instant, le berger déclare qu'il ne partira que lorsque les blessures de son ami seront complètement guéries, preuve de son immense bonté. Regardant par la fenêtre, l'homme conclut que le jeune homme a véritablement un cœur d'or et un avenir prometteur. Le vétéran commence sa leçon, expliquant que pour utiliser la magie, il faut du mana, la clé de l'omnipotence. Le berger réfléchit, mais le mage précise que ce pouvoir n'est pas aussi absolu que son nom le suggère. Le jeune homme demande alors quel est le critère pour combiner le mana et la magie, et l'homme se prépare à expliquer. L'épéiste lève 3 doigts et déclare que la difficulté est définie par la lignée, l'affinité et la causalité. Il commence par expliquer la lignée, déterminée par la famille et qui s'applique à la plupart des nobles. Le mage prend sa propre blessure comme exemple, et le jeune homme confirme qu'il ne pourrait pas la guérir par la magie. Mais il révèle que la lignée Resta du Sud peut guérir sans entraînement, car c'est un pouvoir familial. Le héros interroge ensuite le vétéran sur l'affinité, et il explique qu'on peut la concevoir comme une familiarité. Le jeune homme comprend et compare cela à la création d'une boule de feu, comme s'il lançait une pierre. L'épéiste acquiesce et explique que créer des flammes ne permettrait pas d'atteindre la même vitesse ni la même puissance. Il révèle alors que le dernier facteur, et le plus important, est la causalité, un concept qu'il ne maîtrise pas lui-même. L'homme demande ce qui se passerait si le jeune homme tentait de l'attaquer directement avec du mana. Il confirme que le résultat serait faible, faute de causalité, et le démontre avec la tasse. L'eau se met à bouillir et le mage explique que cela se produit lorsqu'il n'y a pas de cause à l'action. Après avoir vu la démonstration, le berger dit comprendre un peu mieux le concept. Le héros explique que pour neutraliser quelqu'un, il faut créer un déclencheur, comme lancer une boule de feu. Impressionné, le vétéran plaisante même en disant que le jeune homme aurait pu devenir érudit. Mais le jeune homme demande pourquoi il a besoin de cela avec des bêtes magiques s'il peut contrôler des animaux ordinaires. L'épéiste révèle alors que la grande différence réside dans le mana que possèdent ces créatures. Le protagoniste comprend qu'un bon mage ne se contente pas d'utiliser le mana, mais en comprend aussi les principes. Le jeune homme demande si la lignée Zahar possède également une magie spéciale, et l'homme confirme qu'ils excellent dans le pistage. Sur ce, le vétéran le met au défi d'utiliser ce don, et le berger accepte le défi sur le champ. Il ferme alors les yeux et se concentre, souhaitant que ni son bruit ni son odeur ne soient détectés. À cet instant, une fumée blanche commence à s'échapper de son corps tandis qu'il concentre toute son énergie. Le vieux chevalier l'observe avec curiosité et se demande si le sort du jeune homme a réellement fonctionné. Soudain, le protagoniste disparaît de son fauteuil, ne laissant derrière lui qu'une traînée de lumière dorée. Impressionné, l'épéiste confirme que le sort a fonctionné, car il ne voit plus le jeune homme devant lui. Ce dernier se tend, conscient de la puissance de ce pouvoir. Il l'avait tant redouté par le passé. La pièce semble vide, le garçon ayant réussi à effacer toute présence. Dans une lueur intense, le mage réapparaît, prouvant que le sort a réussi.
Le vétéran déclare qu'il s'agit d'un pouvoir terrifiant, redouté par les chevaliers d'Arabie. Mais il prévient que, malgré sa puissance, l'invisibilité n'est pas invincible et a ses faiblesses. L'homme décide de lui enseigner quelques techniques d'entraînement, mais le jeune homme demande s'il n'est pas dangereux d'aider un ennemi. Le chevalier lui rappelle qu'il lui a sauvé la vie et a même soigné ses blessures en lui posant une main sur la poitrine. Le vieil homme réaffirme sa confiance absolue en le protagoniste. La scène suivante montre le chef du village, sous le choc, hurlant, le berger s'apprête à vendre les moutons et à partir. Équipé pour le voyage, le héros fait face au chef qui lui reproche de partir sans prévenir. Le mage lui demande avec un sourire pourquoi il devrait se soucier de la vie des autres concernant ses biens. Il l'avertit que s'il n'achète pas les moutons à un prix équitable, il les libérera tous et s'en ira. À ces mots, l'homme battu auparavant interpelle le chef du village, effrayé par la menace du berger. Le chef grommelle, sachant que le jeune homme est un homme de parole. N'ayant pas le choix. Il lui remet une bourse de pièces, scellant ainsi la vente. Le vieil homme lui dit de faire comme bon lui semble, et les deux voyageurs quittent enfin le village. Le berger se souvient alors que le village doit une compensation au mage et propose de la collecter. Mais le vétéran refuse catégoriquement, car c'est le jeune homme qui a vaincu la bête magique. Avec un sourire, le héros accepte et les deux hommes reprennent leur chemin sur la piste. Arrivés en forêt, l'épéiste annonce qu'ils doivent se séparer. Il s'excuse alors de ne pas les avoir accompagnés et explique qu'il se sent plus à l'aise seul. Le jeune homme dit comprendre et le remercie pour toute l'aide et les leçons reçues. Avec un sourire, le chevalier prend congé et souhaite bonne chance au protagoniste pour son voyage. Le jeune homme sourit à son tour et espère les revoir un jour. Puis, il observe longuement la silhouette de K disparaître au bout du sentier. Ce n'est que plus tard que le héros comprendra pourquoi il n'avait pas souhaité que le vétéran lui parle formellement. Il s'avère qu'il avait toujours rêvé d'une figure paternelle à admirer. Le chevalier était devenu le modèle de l'homme que le protagoniste aspirait à devenir. La scène suivante montre les traces du jeune homme dans le sable d'un désert aride. Un vent violent souffle sur ce paysage rocailleux et escarpé. Seul, le héros, capuche relevée, traverse l'immensité de ce désert dangereux. Il se protège les yeux du vent et de la poussière tandis qu'il poursuit sa marche solitaire. Soudain, le jeune homme aperçoit quelque chose au loin et se demande s'il s'agit de marchands ambulants. Le jeune homme aperçoit un groupe de personnes dans le désert et se demande s'il s'agit de marchands ambulants. Ravi de pouvoir obtenir de l'aide, il décide de les approcher. Il s'approche donc et leur demande son chemin vers la ville la plus proche. Mais le chef du groupe lui demande qui il est pour leur barrer ainsi la route. L'homme lui indique qu'en suivant ce chemin, il atteindra la ville de Murray, et le jeune homme comprend. Il le remercie pour l'information et s'apprête à poursuivre son voyage à travers le désert. Soudain, l'un des hommes l'arrête et lui demande d'attendre un instant. L'homme se demande s'il va partir comme ça après avoir obtenu ce qu'il voulait. Il rétorque que recevoir implique de donner quelque chose en retour. Aussitôt, le groupe dégaine son épée et ordonne au jeune homme de déposer son sac sur le champ. Le héros comprend alors qu'il est tombé dans un piège et qu'il s'agit en réalité de bandits. Le chef des voleurs sourit et déclare que personne ne s'étonnerait d'un décès. Il le menace de représailles s'il ne se bat pas, car ce serait plus simple pour tout le monde. Le protagoniste comprend qu'il ne s'agit pas de voleurs ordinaires et qu'ils sont prêts à ôter des vies. Un souvenir de son entraînement avec le chevalier vétéran lui revient en mémoire. Il se rappelle les enseignements sur la causalité et l'art de créer des attaques puissantes. Ces leçons lui seront très utiles pour le combat qui va bientôt commencer dans le désert. Avec un sourire confiant, le jeune homme déclare qu'il les prendra comme première cible d'entraînement. L'un des bandits, déconcerté par l'attitude du jeune homme, ne comprend pas ce qu'il dit. Ils se mettent à rire et l'un d'eux dit que le garçon parle comme un mage. La main auréolée de lumière, le héros s'apprête à démontrer sa puissance aux bandits. Il crée alors une tornade de vent qui projette violemment tous les voleurs au loin. Le jeune homme pense que modeler le vent de sa main consomme bien moins de mana que de le créer de toutes pièces. Les bandits se demandent ce qui se passe et le jeune homme est surpris par sa propre force. Sans perdre un instant, il prend son eau et prépare un nouveau sort contre ses ennemis. Aussitôt, le liquide se transforme en une lance de glace acérée flottant dans l'air du désert. Le protagoniste crée plusieurs projectiles de glace et se prépare à attaquer les voleurs. L'un des bandits est terrifié par la démonstration de puissance du mage. Aussitôt, les lances de glace fusent et transpercent un ennemi qui s'effondre. Vaincu, il se dit que le sort serait plus efficace près de l'eau et que lancer des pierres reste plus puissant. Le chef des voleurs s'agenouille et implore son pardon,
ignorant qu'il était un mage. Désespérés, les autres bandits offrent tout ce qu'ils possèdent au jeune homme pour qu'il leur laisse la vie sauve. Mais le protagoniste frappe le sol du pied, signifiant qu'il n'acceptera aucune excuse. Il utilise alors sa magie pour créer des piliers de pierre qui avancent vers les ennemis, inspirant la terreur. Le chef des bandits n'en croit pas ses yeux. Le résultat est brutal, tous les voleurs sont vaincus par la puissance du jeune mage. Le héros s'approche du chef, qui promet de répondre à toutes ses questions pour survivre. Il lui demande alors pourquoi ils l'ont attaqué sans plan, puisqu'il aurait pu être un mage. Le jeune homme est perplexe, car la réponse du bandit était que tout est arrivé parce qu'il s'est incliné. Le chef explique que, comme le jeune homme était poli, il l'avait pris pour un homme ordinaire. Le jeune homme les remercie, car il vient de tirer une leçon précieuse de ce bandit. Rempli d'espoir, le chef demande alors au jeune homme s'il lui épargnera la vie. Mais une goutte d'eau flotte au-dessus de sa tête et il se souvient du nom de cette goutte pour le protagoniste. Un souvenir de la nuit commence à lui revenir et il dit que le berger rencontrera beaucoup de monde. L'homme lui conseille ensuite de ne jamais avoir pitié des bandits qui font du mal aux autres. Le protagoniste pense qu'il comprend maintenant le sens de ce conseil ferme. Il comprend qu'épargner une vie par pitié pourrait coûter la vie à 10 innocents. Gravement lucide, le héros conclut qu'il a assez tardé et qu'il doit agir sans tarder. Suivant les traces de chariots dans le sable, le jeune homme poursuit sa route à travers le désert. Soudain, une pensée claire et intense lui traverse l'esprit. Il fixe ses traces et réalise qu'il vient d'ôter la vie à d'autres. Rongé par la culpabilité, il ne peut s'en détacher, se souvenant des avertissements de ses mentors. Il sait que ceux qui volent sans hésiter s'en prendront de nouveau à autrui. Se remémorant ses enseignements, son cœur troublé s'apaise enfin et il reprend sa route. Après un long périple, le héros arrive enfin dans un monde nouveau, vibrant de vie. Le jeune homme est émerveillé par le paysage et peine à croire ce qu'il voit. À l'horizon, il aperçoit une grande ville dominée par un immense château. Un panneau indique qu'il est arrivé à Murray, petite ville animée et pleine de vie. Le protagoniste est impressionné, il n'a jamais vu autant de monde rassemblé au même endroit. Même l'architecture des bâtiments est complètement différente de celle du village où il a grandi. En traversant le marché animé, le héros a enfin l'impression d'être arrivé dans une grande ville vibrante. Sur ce, le jeune homme s'approche d'un étal de fruits et le vendeur le salue avec beaucoup d'enthousiasme. Mais le marchand lui demande ce qu'il désire acheter, et le berger répond qu'il n'est pas client pour le moment. À cet instant, il se souvient du conseil du vétéran de chercher une auberge dès son arrivée. Cependant, l'humeur du vendeur change et il ordonne au jeune homme de partir s'il n'a pas l'intention d'acheter sur le champ. Perplexe face à cette impolitesse, le héros se demande s'il existe une règle tacite interdisant d'acheter avant de demander le prix. Il décide alors de montrer des pommes et d'en demander le prix. L'homme répond que le prix est trop bas et observe le jeune étranger avec une grande curiosité. Aussitôt, le jeune homme se met à compter sa monnaie et le vendeur lui précise qu'il accepte d'autres moyens de paiement. Après avoir payé, le héros demande où se trouve l'auberge et reçoit des indications. Suivant ces indications, il arrive devant le plus grand établissement du coin, qui fait à la fois office de bar et de dortoir. Dès qu'il entre, une jeune employée nommée Lena l'accueille avec un sourire chaleureux et complimente son apparence. Alors que le nouveau client demande le prix pour passer la nuit, elle répond que le tarif journalier est de 16 dupis, et le héros accepte sans hésiter. Le voyageur lui remet le sac d'argent, mais dit qu'il a quelque chose de très important à lui demander. La servante garde le paiement et semble très intéressée par ce que le jeune homme veut savoir. Le berger demande alors s'il y a des monstres dans les environs dont la tête est mise à prix. Il se dit qu'il doit chasser ces créatures pour absorber du mana et amasser davantage de pièces. Sur ces mots, la jeune fille se tait, les yeux rivés sur l'or, et le protagoniste lui demande pourquoi elle ne répond pas. Lena déclare alors que rien n'est gratuit en ce monde et mentionne la mairie, laissant le jeune homme perplexe. L'employé, surprise, le traite de rustre pour son ignorance de ce qu'est la mairie. Elle explique que les affaires publiques y sont gérées et que les employés travaillent pour le seigneur local. La jeune fille l'informe ensuite que l'endroit est probablement déjà fermé et qu'il devrait s'y rendre tôt le lendemain. Lena lui demande alors s'il est aussi chasseur de monstres, mais le jeune homme ne comprend pas le terme. Elle lui raconte la légende selon laquelle les gens ordinaires deviennent mages en chassant et lui demande si c'est son but. Le héros touche sa main et se demande s'il ne s'agit pas d'une simple superstition locale. Soudain, un homme robuste intervient et affirme que c'est un fait et qu'il l'a vu de ses propres yeux. L'employé, stupéfaite de reconnaître l'homme nommé Miden, s'écrie qu'il ne mourra pas avant d'être devenu mage.
Le chasseur de monstres tapote alors la tête du jeune homme et s'excuse de son intrusion. Intrigué, le protagoniste lui demande d'en savoir plus sur son histoire et comment il est devenu mage en chassant. Le jeune homme explique que si les mages deviennent puissants grâce à la chasse, alors les gens ordinaires le deviendraient aussi. Madan révèle alors que lui et son groupe chassent les monstres précisément pour devenir de puissants mages. Le jeune homme demande si quelqu'un du groupe est déjà devenu mage, et il répond qu'ils ne sont que 4 en ville. L'homme remarque alors les vêtements du jeune homme et lui demande s'il possède une arme de chasse. Le héros montre alors sa fronde, et le chasseur remarque qu'elle a beaucoup servi au combat. Le vétéran examine l'arme et explique qu'elle permet de chasser de petits monstres comme des lapins et des renards. Il révèle ensuite que son groupe a besoin d'un autre tireur d'élite et l'invite à les rejoindre. Le protagoniste esquisse un léger sourire énigmatique à cette invitation inattendue, mais il décline l'offre et on le voit ensuite allongé dans sa chambre pour se reposer un moment. Le regard fixé au plafond, le jeune homme repense à cette journée riche en événements imprévus. Il regarde son sac à dos et a encore du mal à croire qu'il a vraiment quitté son village. Il se demande ce que l'avenir lui réserve et sa main s'illumine d'une aura bleue. Soudain, on frappe 2 fois à la porte de sa chambre à l'auberge. Assis sur le lit, il se redresse et demande à voix haute qui frappe à la porte. À cet instant, un souvenir du vétéran lui revient, lui conseillant de ne jamais baisser sa garde, même dans une auberge. Le bretteur l'avait averti qu'une ville n'est pas forcément un lieu sûr pour tous. Sur ces mots, le héros se souvient de la leçon, il ne faut jamais baisser sa garde. Le message est clair. De retour au présent, le jeune homme concentre son mana et s'approche de la porte pour l'ouvrir prudemment. Il entrouvre la porte pour jeter un coup d'œil discret à la personne qui se trouve derrière. Ses yeux trahissent toute sa concentration et sa prudence tandis qu'il vérifie l'identité de la visiteuse. À sa grande surprise, il s'agit de Lena, la servante, qui lui demande avec un sourire s'il dormait déjà. Perplexe, le héros l'interroge. Elle explique être venue le réchauffer car elle trouvait la pièce froide. Le jeune homme lui demande ce qu'elle veut dire, et la jeune fille le regarde d'un air suggestif. Elle confirme que c'est exactement ce que cela signifie et reste plantée à la porte, l'air timide. Elle lui propose alors sa compagnie contre une petite somme d'argent, mais il lui demande ce qui se passera s'il refuse. La jeune fille s'approche alors et lui dit qu'il ne devrait pas mentir car son visage le trahit, mais le protagoniste ferme simplement les yeux et prend l'expression d'un moine ayant atteint l'illumination. L'assistante reste complètement abasourdie et sans voix face à l'attitude inattendue du jeune homme. Un autre souvenir lui revient, celui du vieux mage qui crie désespérément de ne pas faire cela. Le bretteur l'avait mis en garde, car beaucoup de filles de ce genre peuvent être porteuses de maladies. Dans le passé, le jeune homme se souvient de son mentor l'avertissant de ne pas se laisser emporter par le désir. Sur ce, la jeune fille s'en va furieuse et le héros se dit que la vie en ville n'est pas facile non plus. Allongé, il repense à la boutique de fruits et maintenant à Lena. Les villes sont plutôt froides. Pendant ce temps, un des chasseurs de monstres interroge son chef. Il lui demande pourquoi le chef a voulu emmener le nouveau venu, puisqu'il ne semble pas très utile. Médon répond que l'arrogance du jeune homme ferait de lui un appât parfait pour les monstres. Mais en réalité, le garçon lui rappelait sa jeunesse et il s'inquiétait pour son arme. Le chasseur pensait que si le novice restait près de lui, il pourrait survivre un peu plus longtemps. Le protagoniste esquisse alors un léger sourire sur son lit en écoutant la conversation à travers le mur. Il réalise que la ville n'est peut-être pas aussi froide et impitoyable qu'il l'avait imaginé. Le lendemain, le jeune homme se rend à l'hôtel de ville pour enfin commencer son voyage. À l'intérieur, un employé l'accueille poliment et lui demande comment il peut l'aider. Le héros lui demande s'il est un officiel, et l'homme lui demande à quoi il pourrait bien ressembler. Le jeune homme, sans détour, déclare alors être venu chasser des monstres, à la grande surprise de l'officiel. À cet instant, le berger se souvient du vétéran et se dit que le monde ne lui serait pas tendre. Le mage expliqua qu'il n'y avait aucune raison pour que le monde soit bon et que le moyen d'être bien traité était simple. Son mentor lui conseilla de révéler qu'il était mage, ce qui lui vaudrait le respect du peuple. De retour au présent, l'employé tendit au jeune homme une affiche avec la demande de chasse aux monstres. Il l'avertit qu'il ne pouvait pas l'emporter, mais qu'il devait la regarder puis la lui rendre. Voyant le dessin, le héros demanda si c'était un corbeau, et l'homme le taquina en lui demandant si cela ressemblait à un chat. L'employé l'avertit d'apporter le corps du monstre, car si le mana n'était pas dispersé, il deviendrait un fantôme. Le protagoniste répondit qu'il le savait déjà et qu'abandonner le corps d'une bête magique était passible de la peine de mort.
Se souvenant de ce qui s'était passé auparavant, il déclara qu'il ne répéterait pas la même erreur. Le jeune homme demanda alors si les chevaliers ne chassaient pas, et l'homme répondit qu'il n'avait pas le temps. Il explique que le rôle d'un chevalier est de maintenir l'ordre en ville, et non de chasser aux alentours. Avec dédain, l'officier déclare que ce genre de tâche est réservé aux hors-la-loi comme le jeune homme, puis il s'en va. Le voyant partir, l'homme craint qu'un autre cadavre ne vienne s'ajouter à la liste. À cet instant, l'œil du monstre corbeau s'ouvre dans une lueur intense et sinistre. Mais la créature gît déjà vaincue sur le sol de la salle, une large blessure à la poitrine. Les employés baissent les yeux, complètement abasourdis et incrédules. Tous sont impressionnés par la rapidité avec laquelle le héros est revenu avec le corps du monstre. Le jeune homme confirme alors avoir vaincu la créature seule. Il demande comment recevoir la récompense et l'officier balbutie qu'ils la paieront. Sur ce, l'homme lui remet une bourse et lui conseille d'aller se reposer. Pendant ce temps, les autres examinent le corps et sont impressionnés de constater que les ailes sont intactes. Un des officiers remarque alors que le protagoniste est toujours là. L'homme à la réception lui demande pourquoi il est encore dans le hall au lieu d'être allé à l'auberge. Le héros demande alors s'il y a d'autres monstres intéressants à chasser dans les environs. Stupéfait par la question, l'employé n'en croit pas ses yeux, le jeune homme est-il capable d'en chasser d'autres ? La scène suivante montre les plats les plus raffinés du menu de l'auberge sur la table. Lena sert un festin et déclare qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'un homme comme lui puisse vaincre 30 monstres en 3 jours. Elle remarque qu'il a dû gagner beaucoup d'argent, et le jeune héros savoure le repas avec plaisir. Mais le jeune homme répond sérieusement que l'argent n'est pas son seul objectif dans ce voyage. Il explique que son but est le mana du monstre et que c'est grâce à lui qu'il est devenu beaucoup plus fort. Le protagoniste remarque que son mana a augmenté plusieurs fois depuis sa rencontre avec le vieux bretteur. Cependant, il ressent une limite et pense qu'il sera difficile d'évoluer avec seulement le mana des créatures éveillées. La serveuse est perplexe face aux propos du jeune homme. Le propriétaire et la jeune fille, surpris de le voir dévorer tout son repas, constatent alors que la table est vide. L'homme remarque que, malgré sa maigreur, le jeune homme mange beaucoup, et Lena est ravie qu'il ait apprécié. Le héros les remercie et déclare que c'était délicieux. Mais au moment de partir, quelqu'un l'arrête. Un homme costaud l'agrippe par derrière pour attirer son attention. Aussitôt, une bande de voyous l'interpelle et lui demande s'il mange quelque chose de bon tout seul. L'un d'eux le traite de maigrelet et affirme avoir entendu dire qu'il s'est enrichi. Le brute lui suggère ensuite de faire l'aumône à ses associés et tente de le gifler. Mais le protagoniste parle coup sans effort, laissant l'agresseur complètement abasourdi. Avec un air calme, le héros demande ironiquement à l'homme s'il ne voulait pas un peu d'aumône. Le tyran, furieux, lui lance un avertissement et s'apprête à lui asséner un coup de poing dévastateur. Le jeune homme esquive et assène un coup puissant qui projette l'ennemi au loin. Sans perdre une seconde, l'autre voyou s'empare d'un banc en bois et se jette sur le héros. Mais le jeune homme part à l'attaque d'une main et pulvérise le banc en un instant. D'une poigne de fer, le protagoniste tord la joue de l'autre agresseur avec une facilité déconcertante. Puis, une lueur jaillissant de sa main, le jeune mage achève le voyou, qui s'effondre vaincu au sol. Lena, la serveuse, apparaît avec un sourire forcé et leur demande de cesser le vacarme. Elle hurle ensuite de toutes ses forces qu'il est interdit de se battre à l'intérieur de l'auberge. Plus tard, on voit la bande de brutes s'incliner et présenter de sincères excuses pour la bagarre. De retour dans la chambre du héros, Miden explique qu'il a sermonné les 2 hommes et que cela ne se reproduira plus. Il explique qu'ils avaient des difficultés financières ces derniers temps et qu'ils étaient jaloux du jeune homme. Sur ces mots, les 2 voyous balbutient des excuses pour avoir causé le trouble. Le jeune homme demande alors si la vie est difficile et le chasseur répond qu'ils ont des ressources limitées. Madan serre le poing et déclare qu'il pourra payer la chambre dans 3 jours environ, mais que c'est son problème. Le protagoniste tend alors une bourse de pièces au chasseur de monstres avec un sourire. L'homme est surpris et le héros explique qu'il s'agit d'un paiement pour sa gentillesse de l'avoir invité. Madan demande comment il le savait et le jeune homme répond que rien n'est gratuit en ce monde. Il demande ensuite des informations en échange et le chasseur, ravi, affirme que c'est sa spécialité. La scène suivante offre une vue générale de la ville de Muret et de ses bâtiments.
Le héros se prépare sur une falaise, pensant que ce sera peut-être sa dernière chasse dans cette ville. Il repense aux informations que Madan lui a données sur la prochaine ville et se dit qu'il est temps de s'y rendre. Le jeune homme se souvient que ces informations lui ont été utiles et que Madan est vraiment quelqu'un de bien. Il le compare à Korn et conclut que, bien que moins expérimenté, Madan est plus pur et plus bienveillant. Soudain, les yeux du protagoniste s'écarquillent de surprise. Grâce à son odorat aiguisé, il perçoit une odeur familière et inquiétante. Espérant se tromper, il court à toute vitesse à travers la forêt. À cet instant, le jeune homme découvre d'énormes griffures sur un arbre, signe d'un combat. Le visage grave, il continue de suivre la trace de destruction à travers les bois. Soudain, il tombe sur une scène terrible, un homme grièvement blessé. Le jeune homme le reconnaît et se souvient qu'il fait partie du groupe de chasseurs de Madan. D'un regard froid, le mage analyse la situation, cherchant à comprendre ce qui s'est passé. L'œil du chasseur blessé est sans vie, signe qu'il n'a pas survécu à ses blessures. À côté de lui, des pièces de monnaie jonchent le sol rouge vif. Accroupi, le protagoniste se demande ce qui a bien pu arriver à Madan et à son groupe. Soudain, il entend un bruit et découvre un autre membre de l'équipe, encore en vie, caché derrière un arbre. Rassemblant ses dernières forces, il parvient à prononcer le mot « lapin », laissant le jeune homme perplexe. L'image terrifiante d'un lapin à la gueule ensanglantée apparaît alors. En regardant autour de lui, il aperçoit plusieurs corps et comprend qu'ils ont tous été victimes d'un monstre. Soudain, une créature ressemblant à un lapin géant aux yeux rouges et aux cornes apparaît. Le protagoniste se retourne brusquement, prêt à affronter la bête féroce. Sans prévenir, le monstre fonce sur le jeune mage à toute vitesse. Surpris par la rapidité de l'animal, le jeune homme a à peine le temps de réagir. Le héros parvient à esquiver de justesse. Et le lapin s'arrête un instant, le fixant d'un regard haineux. Il concentre alors son mana et crée une barrière d'air pour se protéger de la prochaine attaque. D'un geste rapide, le protagoniste se prépare à lancer une attaque aérienne. Il projette ensuite une puissante lame de vent sur la créature monstrueuse. L'attaque atteint le lapin, mais celui-ci parvient à se défendre d'une manière inattendue. La créature utilise sa queue comme un fouet et brise la barrière d'air en 1000 morceaux. Le héros comprend alors que le monstre est habitué à se défendre contre les armes de jet. D'un coup de pied puissant, le lapin charge à nouveau pour tenter d'écraser le jeune mage. La bête bondit dans les airs et plonge de toutes ses forces sur le protagoniste pour une attaque finale. Son œil brille intensément, et la créature fixe sa cible en contrebas. Mais le jeune homme parvient à esquiver à temps, et le monstre ne fait que toucher le sol. Sans perdre une seconde, la créature se lance à sa poursuite à toute vitesse. Le héros s'approche et assène un coup de mana direct au visage du lapin géant. Sous l'impact, la créature hurle de douleur et le protagoniste saisit l'occasion de reculer. Il fait un bond en arrière pour prendre de la distance et réfléchir à sa prochaine action. À cet instant, le monstre se met à briller d'une énergie dorée qui l'enveloppe entièrement. La créature charge alors de nouveau, mais avec une vitesse encore plus impressionnante. D'un mouvement fulgurant, le lapin utilise sa vitesse pour créer plusieurs images rémanentes de lui-même. Il continue à zigzaguer pour désorienter le jeune homme et l'empêcher de viser. Le combat soulève un nuage de poussière si dense qu'on distingue à peine ce qui se passe. Dans la fumée, le monstre hurle de fureur en détruisant plusieurs arbres alentour. La scène révèle que la créature est blessée et saigne légèrement d'une patte et du dos. La gueule ensanglantée, le lapin monstrueux s'effondre finalement au sol, vaincu par le jeune homme. Le combat terminé, le protagoniste se tient immobile dans la clairière, prêt pour la suite. Il s'approche alors du corps de la créature pour absorber toute sa mana. Sans perdre une seconde, le héros tend la main pour entamer le processus d'absorption d'énergie. Aussitôt, une grande quantité d'énergie verte se met à affluer vers le jeune homme. Il réalise que le mana absorbé est bien supérieur à celui du monstre bondissant de tout à l'heure. Face à cette révélation, le jeune homme peine à croire à l'immense pouvoir qu'il reçoit. À cet instant, le chasseur survivant le qualifie de mage, le surprenant. Le héros confirme et l'homme lui demande pourquoi il cachait sa véritable identité. Les larmes aux yeux, le chasseur révèle qu'aucun d'eux n'avait de famille à qui léguer ses biens. Il se souvient alors de son maître, Madan, et du rêve qu'il partageait. Un souvenir surgit et Madan parle d'une ville nommée Orom, qui abrite une bibliothèque. Il explique avec un sourire que l'endroit regorge de milliers de livres à la disposition de tous.
Madan remarque alors que le jeune homme s'intéresse enfin à ce qu'il a dit. Le jeune homme demande comment y entrer, mais le chasseur répond que ce n'est pas donné à tout le monde. Il révèle ensuite que seuls les mages sont autorisés à pénétrer dans la bibliothèque, plongeant le héros dans ses pensées. De retour au présent, le chasseur lui demande ce qu'il entend par « j'ai décidé ». Le héros déclare qu'il se rend dans la grande cité de Waram dont Madan a tant parlé. Contemplant les tombes, il fait ses adieux à son ami chasseur d'un regard triste. Finalement, il se retourne et s'éloigne, souhaitant à Madan le bonheur où qu'il soit. Après un long voyage, le jeune homme arrive enfin dans une ville grouillante de vie. Il en est même gêné d'avoir été impressionné par la petite ville de Muret. Un panneau indique qu'il est arrivé dans la grande cité de Rome, une ville immense et animée. Il n'aurait jamais imaginé une telle foule et se joint à la longue file d'attente à la porte. Apercevant les gardes à l'entrée, le héros se demande s'ils recherchent des criminels. Comme on peut s'y attendre d'une grande ville, le système de sécurité y est bien plus établi et performant. Soudain, un garde lui crie de s'arrêter, et le jeune homme, déconcerté, reçoit cet ordre. Le garde, dégoûté, le désigne du doigt et lui interdit l'entrée. Il se plaint de n'avoir jamais vu de vêtements aussi sales et lui ordonne d'aller se laver avant d'entrer. Une fois à l'intérieur, il aperçoit enfin la grande bibliothèque, une tour immense et imposante. Levant les yeux vers le sommet de l'édifice, il se souvient que c'est de cet endroit que Miden lui avait tant parlé. Impressionné par la structure, le héros se demande si elle a été construite par magie. Sur ce, il s'approche de la porte et attire l'attention des deux gardes qui surveillent l'entrée. Le jeune homme déclare vouloir entrer, mais l'un d'eux l'avertit que la bibliothèque est réservée aux mages. Sans hésiter, le protagoniste révèle qu'il est mage, et le garde le dévisage, complètement abasourdi. Furieux, l'homme lui demande s'il veut être expulsé pour avoir prétendu être mage. Il affirme qu'il est impossible qu'un jeune homme comme lui soit un mage et tente de le repousser, mais la main du protagoniste s'illumine d'une mana rouge. Le garde reste stupéfait. Un souvenir du vétéran lui revient, les mages se reconnaissent aisément. Il explique qu'en percevant la mana, ils savent même si un autre mage est plus puissant qu'eux. L'œil du protagoniste brille d'une mana rouge intense et terrifiante. Aussitôt, le garde est projeté en arrière par la pression écrasante de l'énergie du jeune homme qui se déverse au sol. L'homme assure qu'il va bien tandis que son collègue l'aide rapidement à se relever. Il réalise alors que le jeune homme n'est pas un mage ordinaire, mais un noble, voire un membre d'une classe supérieure. Sur ce, il se présente comme chevalier de la maison Balta et demande de quelle famille est issu le jeune homme. Le héros demande alors s'il doit le dire pour entrer, et le garde répond que non, mais prévient que pour utiliser la bibliothèque, il faut l'autorisation du maître de Valtu. Le chevalier dit qu'il contactera la maison noble, et le jeune homme finit par soupirer dans un bain luxueux. Il songe alors qu'il pensait que la procédure d'entrée serait bien plus simple. À ce moment, une servante apparaît, l'observant avec une expression très timide. Puis les servantes commencent à s'occuper de lui, ce qui ne semble pas lui plaire. Il se demande comment il a pu en arriver là, avec 3 jeunes femmes à son service dans le bain. Gêné, le héros leur demande d'arrêter et les servantes acquiescent. L'une d'elles explique alors que si elles négligent un invité important, elles seront punies. Il leur dit de faire comme bon leur semble et les jeunes filles le remercient, soulagées. Après le bain, une des servantes est subjuguée par la beauté du jeune homme. Elle se couvre ensuite la bouche de la main, réalisant son enthousiasme excessif. Le héros, désormais vêtu de vêtements neufs, lui demande s'il a quelque chose sur le visage pour provoquer une telle réaction. La jeune fille s'excuse et explique qu'elle s'est laissée distraire un instant par la beauté du noble invité. Avec un sourire, il lui dit qu'il n'y a rien à lui reprocher, mais leur demande de ne pas parler sur un ton aussi familier. Le héros est impressionné par son reflet dans le miroir et a du mal à croire ce qu'il voit. À ce moment, une jeune femme rousse entre dans la pièce et le dévisage avec une grande curiosité. La jeune fille le taquine alors, lui demandant s'il est l'invité qui s'est présenté comme un mendiant. Avec un sourire, elle ajoute qu'après un bain et des vêtements neufs, il ressemble maintenant à un prince. Le jeune homme se présente comme Turon et la jeune fille révèle s'appeler Azela, la noble de la maison. Elle lui demande ensuite à quelle famille il appartient, mais le jeune homme refuse de le dire. Avec un sourire énigmatique, la noble femme déplore qu'il ne lui révèle pas ses origines. Elle se dit alors que puisqu'il cache qui il est, peut-être est-il temps de jouer un peu. Soudain, une immense explosion de mana orange enveloppe toute la salle, surprenant le jeune homme. D'un regard provocateur, la jeune fille rousse lui crie de révéler sa puissance. Elle exige de voir le mana du jeune homme, qui est stupéfait par l'immense pression de l'énergie de la noble femme.